Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on plonge dans un passage fascinant de la Bible, un moment charnière dans la vie de Moïse. Exode, chapitre 2, versets 11 à 23. Ce n'est pas juste une vieille histoire, c'est un récit plein de tensions, de choix difficiles et de conséquences qui vont façonner l'un des plus grands leaders de l'histoire. Alors, pour bien comprendre ce qui se passe, remettons-nous dans le contexte. Moïse, un Hébreu, a été élevé comme un prince égyptien à la cour de Pharaon. Imaginez le décalage. Il vit dans le luxe, l'opulence, tandis que son propre peuple, les Israélites, souffre sous le joug d'un esclavage brutal. Depuis sa naissance, il est entre deux mondes. D'un côté, le pouvoir et les privilèges de l'Égypte, de l'autre, le sang et la souffrance de son peuple. Et c'est là que notre histoire commence. Le verset 11 nous dit « En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. » L'expression « devenu grand » est cruciale. Ce n'est plus un enfant. Les Actes des Apôtres nous précisent qu'il a environ 40 ans. Pendant 40 ans, il a vécu cette double identité. Mais maintenant, quelque chose change. Il ne se contente plus de rester dans son palais. Il sort, il va vers ses frères. Il choisit consciemment de se confronter à la réalité de son peuple. Il voit un Égyptien frapper un de ses frères hébreux. Et là, c'est le point de bascule. La colère monte en lui. Le texte dit qu'il regarde ça et là, et ne voyant personne, il tue l'Égyptien et le cache dans le sable. C'est un acte impulsif, violent. On sent toute la frustration accumulée, toute l'injustice qu'il a dû refouler pendant des années. Moïse a reçu la meilleure éducation égyptienne. Il était puissant en parole et en œuvre, mais face à cette injustice flagrante, c'est la force brute qui parle. Il essaie de faire justice lui-même, à sa manière. On pourrait se dire « Waouh, Moïse, le héros, il défend son peuple !» Mais l'histoire est plus complexe. Le lendemain, il sort à nouveau, et cette fois, il voit deux Hébreux qui se battent entre eux. Il essaie d'intervenir, de jouer le médiateur. Il dit au coupable « Pourquoi frappes-tu ton prochain ?» Il s'attend peut-être à être reconnu comme un libérateur, quelqu'un qui est de leur côté, mais la réponse est glaciale, accusatrice. L'homme lui rétorque « Qui t'a établi chef et juge sur nous? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien ?» C'est un coup terrible pour Moïse. Premièrement, son secret est découvert. L'information circule. Son acte qu'il pensait caché est connu. Deuxièmement, et c'est peut-être encore plus douloureux, son propre peuple le rejette. Au lieu de le voir comme un sauveur, il le voit comme une menace, un meurtrier qui veut s'imposer comme leur chef. Ils ne sont pas prêts à le suivre. Son intervention, née d'un sens de la justice, est complètement mal interprétée et rejetée. À ce moment-là, Moïse comprend l'ampleur de son erreur. Le verset 14 nous dit qu'il a peur. Il réalise que si ses propres frères le savent, alors Pharaon l'apprendra aussi. Et c'est exactement ce qui arrive. Pharaon cherche à le faire mourir. Pour le prince d'Égypte qu'il était, tuer un contremaître égyptien pour défendre un esclave hébreu, c'est un acte de trahison impardonnable. Alors Moïse n'a pas d'autre choix que de fuir. Il quitte tout, son statut, son palais, sa famille adoptive, l'Égypte, tout ce qu'il a toujours connu. Il s'enfuit dans le désert, vers le pays de Madian. C'est un exil total. Il passe de prince à fugitif en l'espace de 2 jours. Imaginez le choc. Il pensait agir pour la justice, pour libérer son peuple, et le résultat est un échec cuisant. Il est seul, rejeté par les Égyptiens et par les Hébreux. Cette fuite dans le désert n'est pas juste une péripétie, c'est une période de transformation essentielle. Le désert, dans la Bible, est souvent un lieu de dépouillement, de mise à l'épreuve, où Dieu forme ses serviteurs. Moïse, le prince éduqué à la cour, l'homme puissant en parole et en œuvre, doit maintenant apprendre l'humilité, la patience, la dépendance totale à Dieu. Ces 40 premières années ont été une formation intellectuelle et princière. Les 40 prochaines années dans le désert seront une formation spirituelle et pastorale. Arrivé à Madian, épuisé, il s'assied près d'un puits. Les puits, dans la Bible, sont souvent des lieux de rencontre providentiels. Et c'est là qu'un nouvel événement se produit. Les 7 filles de Réuel, le prêtre de Madian,
viennent puiser de l'eau pour le troupeau de leur père. Mais des bergers arrivent et les chassent. Et que fait Moïse, lui, le fugitif? L'homme brisé par son échec, il se lève, il prend leur défense et abreuve leur troupeau. C'est un détail magnifique. Même après son échec cuisant en Égypte, son instinct de justice est toujours là. Il ne peut pas rester passif face à l'injustice, même à petite échelle. En Égypte, il a utilisé la violence et a échoué. Ici, il utilise sa force pour servir, pour aider des étrangères. C'est un premier signe de sa transformation. Il n'agit plus par impulsion colérique, mais par compassion. Quand les filles rentrent chez leur père, celui-ci est étonné de les voir revenir si tôt. Elles racontent qu'un Égyptien les a secourus. C'est ironique, n'est-ce pas? Il vient de fuir l'Égypte parce qu'il a pris parti pour un Hébreu, et maintenant on le prend pour un Égyptien. Il est toujours cet homme entre deux mondes. Réuel, leur père, qui est aussi appelé Jéthro, est un homme sage et hospitalier. Il leur dit « Où est-il? Pourquoi avez-vous laissé cet homme? Appelez-le pour qu'il prenne un repas. » Cette hospitalité est un cadeau du ciel pour Moïse. Il trouve refuge, acceptation. Il n'est plus un fugitif traqué, mais un invité. Le texte nous dit que Moïse se décida à demeurer chez cet homme. Il trouve une nouvelle famille, une nouvelle vie. Il épouse Séphora, l'une des filles, et elle lui donne un fils. Moïse l'appelle Gershom, ce qui signifie « Je suis un immigré dans un pays étranger ». Ce nom résume tout son état d'esprit. Même s'il a trouvé un foyer, il se sent toujours comme un étranger, déraciné. Il a perdu son identité de prince égyptien et son identité d'hébreu n'est pas encore pleinement réalisée. Il est en transit. Pendant ce temps, le texte nous ramène en Égypte. Le verset 23 nous dit que de longues années s'écoulèrent et que le roi d'Égypte mourut. Mais pour les Hébreux, rien ne change. Leur servitude continue et même s'intensifie. Leurs gémissements et leurs cris montent vers Dieu. Et c'est ici que le passage se termine, sur une note d'espérance divine. Dieu entendit leurs gémissements. Dieu se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu vit les enfants d'Israël et Dieu connut leur situation. Ces 4 verbes sont puissants. Entendre, se souvenir, voir, connaître. Pendant que Moïse était formé dans le désert, loin de tout, Dieu n'avait pas oublié son peuple. L'échec de Moïse n'était pas la fin de l'histoire. C'était simplement la fin d'un chapitre. Le temps de l'intervention humaine, impulsive et imparfaite, était terminé. Le temps de l'intervention divine était sur le point de commencer. Ce passage est incroyablement riche. Il nous montre un Moïse passionné mais imparfait, qui essaie de faire les choses par lui-même et échoue. Il nous apprend que nos échecs ne sont pas forcément définitifs. Ils peuvent être des étapes nécessaires à notre formation. La fuite de Moïse dans le désert, qui ressemble à une défaite totale, est en réalité l'école de Dieu pour le préparer à sa véritable mission. Et surtout, ce passage nous rappelle que même quand tout semble perdu, quand les leaders humains échouent et que la souffrance perdure, Dieu est à l'écoute. Il voit, il se souvient, et son plan est toujours en marche. La délivrance d'Israël ne dépendait pas de la force de Moïse, mais de la fidélité de Dieu à son alliance. Et c'est sur cette promesse que s'ouvrira le chapitre suivant, celui du buisson ardent. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que cette exploration d'Exode 2 vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à partager vos réflexions dans les commentaires et surtout à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines études. À très bientôt